Monsieur Reeves est astrophysicien, montréalais d'origine. Il est présentement directeur du Centre national de recherche scientifique en France, en plus d'enseigner à l'Université de Montréal. Titulaire d'un doctorat en astrophysique nucléaire de l'Université états-unienne de Cornell, Hubert Reeves est également docteur honoris causa des universités de Berne et de Montréal. C'est donc avec un immense plaisir que je vous présente M. Hubert Reeves. On va commencer avec une histoire. C'est une histoire qui va nous servir pour ce propos. Il s'agit d'une personne qui est à l'hôpital et on a détecté un cancer. Et cette personne, devant la nécessité d'avoir des traitements désagréables, des rayonnements, de la chimiothérapie, ne veut rien faire. On va lui présenter ce qu'on va appeler des scénarios catastrophes. C'est-à-dire, on va lui dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va lui arriver s'il ne fait rien pour guérir son cancer. Ces scénarios catastrophes sont possibles, probables, pas certains, rien n'est déterminé, peut-être qu'un miracle le sauvera, mais il serait prudent pour lui d'en tenir compte, il serait prudent pour lui d'apprendre ce qu'on va lui dire sur ce qui pourrait se passer pour ensuite trouver le courage, l'énergie de faire ce qu'il faut faire, même si c'est désagréable et tout cela. Eh bien, vous avez compris que notre patient, c'est la Terre, et que précisément, je vais dresser des scénarios catastrophes, c'est-à-dire essayer de tracer à l'avenir ce qui pourrait se passer si nous continuons comme nous le faisons, si nous ne signons pas, par exemple, les accords de Kyoto, dont on nous a dit que c'était que 6% alors qu'il faudrait 80%, eh bien on va imaginer, on va laisser ouvrir l'imagination pour voir ce qui pourrait se passer et pour essayer de nous convaincre que peut-être ce serait une bonne idée de le faire. Cette image illustre ce qu'on voit la nuit quand on regarde vers la Terre. C'est une image que vous avez peut-être vue dans la littérature, c'est une image assez impressionnante. Je vous la décris. En jaune, vous reconnaissez les continents. Vous reconnaissez les continents, pourquoi? Parce que c'est les autoroutes, c'est les lampadaires, c'est les éclairages urbains. On voit que la Terre est entièrement occupée par l'émission d'électricité, donc en particulier par le pétrole, par le charbon, par le nucléaire. En rouge, on voit les puits de pétrole. Un peu partout sur la planète, les puits de pétrole, les grandes cheminées qui brûlent du méthane, vous retrouvez des puits de pétrole un peu partout. Cette image, qui est très impressionnante, est aussi inquiétante. Elle nous livre plusieurs messages. Le premier message, que nous connaissons maintenant assez bien, c'est que nous avons épuisé à peu près la moitié des réserves de pétrole, de charbon et de gaz naturel qui s'étaient accumulées pendant 200 millions d'années. En 100 ans, à peu près, on en a brûlé la moitié. Alors, il y a aussi sur cette image des taches mauves en Afrique et en Amazonie. Ce sont les feux de forêt. Là aussi, le message est clair. Nous avons brûlé, détruit à peu près la moitié de la forêt. Et l'autre moitié n'est pas en très bon état. Vous auriez vu en vert, près du Japon, une grande tache verte qui occupe la mer du Japon. Ce sont les pêches avec des lampes. Ça aussi, ça nous signale une chose, c'est que nous pêchons aujourd'hui presque autant, et certaines personnes disent autant de poissons qui ne sont produits. Donc nous sommes en train de vider l'océan. Ces trois messages contenus dans cette image nous apprennent une chose. La Terre est pleine. La Terre n'en peut plus. Nous sommes en train d'épuiser les réserves naturelles et le résultat en particulier de ce pétrole, de ce charbon, de ce gaz naturel que nous le brûlons, c'est le thème de notre soirée. Donc c'est, disons, le diagnostic que nous faisons passer à notre malade. C'est une courbe qui décrit l'accroissement de la température entre 1860 et là ça va jusqu'à 1995. Cet accroissement de la température que vous voyez en zigzag comme ceci, qui nous amène à une conclusion qui est maintenant bien accréditée, que tout le monde reconnaît, c'est que la température de la Terre a augmenté de un peu moins de 1 degré entre 1860 et 1995.
Pourquoi la température a-t-elle augmenté? M. Ribot en a parlé tout à l'heure. En parallèle, sur le même diagramme, on met la quantité de gaz carbonique qu'il y a dans l'atmosphère. Cette quantité a augmenté d'environ 20% entre cette période et maintenant. Ces changements de température, cette importance du gaz carbonique n'est pas quelque chose de nouveau et pas en soi quelque chose de négatif. C'est même quelque chose qui a joué un rôle important dans l'apparition de la vie sur la Terre. L'effet de serre, que maintenant nous craignons, et avec raison, en fait a joué un rôle assez fondamental, et vous allez voir pourquoi. Voici le Soleil, voici les planètes, voici la température à laquelle ces planètes seraient portées s'il n'y avait pas d'atmosphère et de gaz carbonique. Évidemment, la plus rapprochée, Mercure, serait la plus chaude, Vénus, la Terre et la Lune, Mars, les astéroïdes, et Jupiter arrive quelque part. Ces températures, il y a une région que nous appelons la région vitale. C'est la région où il y a de l'eau liquide, entre 0 et 100 degrés Celsius, 273 et 373 absolus. Ici, l'eau est en vapeur, là, l'eau est en glace. Vous voyez qu'en fait, s'il n'y avait pas l'atmosphère, s'il n'y avait pas le gaz carbonique, s'il n'y avait pas l'effet de serre, la Terre ne serait pas habitable. Elle serait en dessous de cette région-là. Vénus, par contre, serait dans cette région et Mercure au-dessus. Ça n'est pas la situation puisqu'il y a également l'atmosphère et cette atmosphère joue un rôle justement qui va être crucial. Il y a du gaz carbonique dans l'atmosphère, il y en a une proportion un peu inférieure à 1 pour 1000. Et ce gaz carbonique a cet effet intéressant, c'est qu'il, pour le cas de la Terre, il la pousse dans cette région, il l'amène à la région vitale. Pour Vénus, c'est catastrophique. Le gaz carbonique sur Vénus, Vénus a une atmosphère de gaz carbonique à presque 100%, la température monte de cette région jusqu'à 500 degrés, où évidemment il n'y a pas de vie possible. Pour Mars, on ne sait pas, c'est quelque chose qu'on va étudier maintenant. Donc au départ, il faut dire la température et le gaz carbonique sont reliés et d'une façon qui a été essentielle pour l'apparition de la vie. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est une bonne idée de continuer. C'est ça qu'on va montrer maintenant. La température a varié au cours des âges. Nous avons eu des périodes glaciaires, nous avons eu des périodes chaudes. On étudie maintenant assez bien le passé de la Terre et nous pouvons, au moyen de carottage, on va au pôle sud, on fait de grandes carottes de glace et on les tranche et chaque hauteur correspond à une certaine période. C'est la glace qui a été déposée à cette période et on peut étudier les variations de température au cours du temps. On a découvert, par exemple, qu'on a à peu près une période glaciaire à tous les 100 000 ans, avec un intermédiaire de période tiède qui correspond à ce que nous avons. Alors voilà une première donnée du passé. Alors là, nous partons d'aujourd'hui et nous reculons jusqu'à 160 000 ans dans le passé. Aujourd'hui, nous sommes ici. Il y a 20 000 ans, c'était une période glaciaire. Il y a 100 000 ans, une nouvelle période tiède. Ce que vous remarquez, c'est que la température va tout à fait avec le gaz carbonique. Il y a une corrélation entre les maxima de l'un et de l'autre, également avec le méthane. Le méthane est également un gaz à effet de serre et un gaz qui sera peut-être à la longue plus redoutable que le gaz carbonique. Sur ce plan, on peut reculer maintenant jusqu'à 400 000 ans dans le passé et nous retrouvons bien ce même schéma qui est aujourd'hui 400 000 ans, et vous voyez à tous les 100 000 ans une période interglaciaire suivie d'une période glaciaire. Pourquoi y avait-il ces variations de température il y a 400 000 ans? C'est évident que ce n'étaient pas les êtres humains. Pour une fois, ils sont hors de cause. Cette période, les pauvres, ils inventaient le feu. Ils n'avaient pas encore appris à faire du gaz carbonique en abondance. C'est un phénomène astronomique qui est relié au fait que l'orbite de la Terre change un peu avec le temps. Il devient plus elliptique, il s'incline, et l'effet sur la Terre, c'est que la quantité de lumière qui arrive du Soleil, l'insolation, varie avec le temps. Et c'est ce phénomène, on le reconnaît aujourd'hui, c'est un Yougoslave, Mankiewicz, qui avait découvert ça il y a une cinquantaine d'années. On reconnaît aujourd'hui que ces variations sont effectivement reliées
à ce mouvement de l'orbite de la Terre. Alors, la question qui se posait et qui était fondamentale et qu'on a posée avec raison, est-ce qu'aujourd'hui, l'augmentation de la température est-il simplement un effet naturel ou bien est-ce vraiment un effet qui est relié à l'activité humaine? Alors vous allez voir dans ce diagramme qui va vous convaincre facilement, c'est la seconde qui est vraie. Regardez, maintenant tout ceci est écrasé, c'est 160 000 ans. Regardez la période récente. Le gaz carbonique qui a augmenté de 20%, c'est ceci. Le gaz carbonique est plus élevé aujourd'hui qu'il a été depuis des centaines de millions d'années. Et ce gaz carbonique, cette corrélation excellente entre cette augmentation et l'augmentation de la température ici, montre, et c'était le résultat de ce International Panel on Climate Change. Évidemment, ce sont des questions difficiles auxquelles on ne peut pas répondre simplement, mais vous avez mentionné 2500 scientifiques qui sont venus d'accord pour dire c'est en majeure partie dû à l'influence humaine. Il y a un peu un phénomène qui est relié au Soleil. On sait que le champ magnétique du Soleil a doublé depuis le début du siècle. Certaines personnes ont dit que ça peut être cela. Les analyses sérieuses et répétées par de nombreuses personnes disent non. En fait, c'est marginalement le Soleil et en grande majorité dû à la Terre. Alors, voilà, nous revenons maintenant à aujourd'hui. Nous retrouvons le même diagramme, 1900. Voilà 2000, cette montée rapide depuis une dizaine d'années. Et là, on fait des modèles, des calculs sur l'ordinateur, et on fait des scénarios différents dans certaines conditions. Alors, par exemple, le scénario simple, c'est le scénario business as usual. C'est-à-dire, on continue à faire ce qu'on a toujours fait, on émet du gaz carbonique, on ne s'occupe pas du tout du problème du réchauffement. Eh bien, cela donne pour l'an 2100 une augmentation de 5 degrés. 5 degrés d'augmentation. Ça peut paraître peu, 5 degrés. Mais il faut savoir qu'entre aujourd'hui et la dernière période glaciaire, il y a 20 000 ans, dans laquelle les glaces s'étendaient jusqu'en Espagne et ici jusqu'aux États-Unis, il y avait 5 degrés aussi. Vous voyez la différence. 5 degrés, à cette période, l'Amérique et l'Europe étaient couvertes de glace et l'eau était 100 mètres, le niveau océanique 100 mètres plus bas. Vous voyez que 5 degrés, c'est vraiment énorme. Alors, on a aussi un autre scénario qui est, si on arrive à réduire l'émission de gaz carbonique, on sait que de toute façon, ça va continuer à monter. Déjà, les choses sont trop mal parties, ça va continuer à monter. Et on se demande qu'est-ce que ça pourrait donner, quels seraient les résultats d'une augmentation de 5 degrés. Et on le voit déjà, on a 1 degré et on est à peu près convaincu que les grands phénomènes climatiques récents, les tempêtes, les inondations, il faut toujours être prudent quand on parle de météorologie, c'est jamais très simple, mais statistiquement, on est assez affirmatif pour dire que ces grands phénomènes météorologiques sont très vraisemblablement reliés à l'augmentation de 1 degré. 5 degrés, qu'est-ce qu'on prévoit? Déstabilisation du climat. Des sécheresses plus graves, des inondations, des tempêtes, une possibilité d'arrêt du Gulf Stream. Rien de cela n'est certain. On est toujours dans les hypothèses, on considère ce qui pourrait arriver de pire. Et puis, niveau de la mer qui continuerait à monter, qui pourrait monter de quelques mètres, on en a parlé tout à l'heure, et de l'effet catastrophique que ça aurait sur les littoraux. Mais on va continuer parce qu'on peut se dire, mais en 2100, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va s'arrêter? Qui pourrait dire ça va s'arrêter en 2100? Alors, c'est là qu'on va commencer nos scénarios catastrophes. On va dire, supposons que ça ne s'arrête pas. Qu'est-ce qui pourrait se passer si ça continuait encore? Eh bien, on peut déjà l'estimer par nos connaissances scientifiques, et c'est là qu'on atteint les scénarios catastrophes. Alors là, 2000, 2100, on laisse monter. On laisse monter, on arrive à un premier scénario si nous atteignons une dizaine de degrés, par exemple. Une dizaine de degrés, ça s'appelle le scénario désert. C'est à peu près ce qui se passe dans le désert du Kalahari. C'est-à-dire, les insectes vivent très bien, les bactéries vivent très bien, les êtres humains, les privilégiés qui auront une climatisation fantastique, continueront à vivre. Pour le restant de l'humanité, c'est vraiment quelque chose de tout à fait catastrophique. Mais certains êtres humains, certains mammifères pourraient continuer à vivre dans des conditions assez extrêmes. On va supposer qu'on atteint une température plus élevée, autour de 60-70 degrés. C'est le second scénario, on va l'appeler le scénario geyser. Geyser,
si vous êtes déjà allé à Yellowstone aux États-Unis, ou bien si vous êtes allé en Islande, vous avez vu les geysers, magnifiques jets d'eau qui retombent dans des flaques d'une eau bleutée, très belle, à 70-80 degrés. Ça foisonne de vie. Dans cette eau, il y a des bactéries, des algues bleues qui vivent très bien et même qui adorent ça. Tout cela pour dire que la vie est très robuste. La vie peut s'adapter à des situations extrêmes. C'est une des grandes découvertes de la biologie contemporaine. On pensait que la vie était très fragile, pas du tout. La vie, on la retrouve dans des milieux extrêmement acides, extrêmement alcalins, de la saumure, température qui est supérieure à 100 degrés, dans la glace, dans des régions extrêmement radioactives. La vie peut s'adapter et s'adaptera, pourrait s'adapter à des températures comme celle-là. Bien sûr, la vie qui s'y adaptera, c'est la vie bactérienne. Au-delà de cela, ici, vraisemblablement, il n'y aurait plus d'autre vie que la vie bactérienne. On continue notre scénario et on arrive au-dessus de 100 degrés. Alors 100 degrés, c'est le scénario Vénus. Scénario Vénus, je vais vous montrer un peu l'aspect de Vénus. Vous allez voir, c'est très hospitalier. Voilà Vénus. Voilà, c'est aride, sec, 500 degrés, rien. Eh bien voilà ces trois scénarios. Maintenant, on ne peut pas dire que c'est ce qui va se passer, c'est des scénarios catastrophes. Voilà, on peut dire, ce qui pourrait se passer si on arrivait à des situations aussi extrêmes. Alors, est-ce que, je vais vous le présenter d'une autre façon maintenant, d'une façon plus géologique. Je vais maintenant considérer non pas seulement l'augmentation de la température, mais le rythme de destruction des espèces animales et végétales. Nous sommes dans une grande crise de la biodiversité. On estime qu'en 2050, on pourrait avoir éliminé 10 à 20% des plantes et des animaux. Ce n'est pas la première fois sur la Terre qu'il y a des crises de biodiversité. Il y en a eu plusieurs. Si vous vous souvenez de vos cours de géologie, vous vous souviendrez, par exemple, voilà une carte ici qui décrit le passé de la Terre dans les derniers 250 millions d'années. Alors, ça, c'est 600 millions d'années dans le passé. Il y a une période qu'on appelle la période primaire. À la fin de cette période, il y a une catastrophe, peut-être une météorite, peut-être un volcan, et on ne le sait pas. Catastrophe majeure. 90% des plantes et des animaux sont exterminés, dont les trilobites, dont les prêles, dont plein d'espèces. Mais la vie survit. Après la catastrophe, la vie reprend, s'épanouit, se diversifie. Et on voit apparaître, peu après cette catastrophe, les premiers mammifères. Donc nous, en un certain sens. Cela dure jusqu'à une autre catastrophe qui a lieu il y a 65 millions d'années. Là, on sait, c'est assez clair, une météorite gigantesque est tombée au Mexique, au Yucatan. On a retrouvé les cratères et tout. Et cela fait encore une grande destruction de la vie, autour de 50%. Disparaissent les dinosaures, Jurassic Park, tout ça. Les ammonites disparaissent. Les mammifères passent au travers. On ne sait pas très bien comment. Ces mammifères à cette période, c'est des petits singes arboricoles, c'est nos ancêtres, avec des grands yeux intelligents qui vivent dans les arbres. Ils passent au travers. Tout cela pour signaler que nous sommes aujourd'hui dans une période de cataclysme au niveau de la biodiversité qui commence beaucoup à ressembler à ce qu'on a vécu, puisque nous évaluons que ce sera en 2100 de l'ordre de 25%, avec deux différences. La première, c'est que là, ça s'est arrêté à 50%. Mais il n'y a aucune garantie que là, ça va s'arrêter à 25%. Justement, dans les scénarios dont on parle maintenant, c'est jusqu'à quel point est-ce qu'on va détruire la vie sur la Terre. La deuxième différence, c'est que les pauvres dinosaures, ils n'y étaient pour rien. Ce n'est pas leur faute si une météorite leur tombait sur la tête. Tandis qu'ici, qui est responsable? C'est nous-mêmes. Nous sommes menaçants et menacés à la fois. Alors, la question fondamentale pour nous, c'est donc jusqu'à quelle température la crise contemporaine va-t-elle se poursuivre dans les années et dans les siècles à venir? Et qu'est-ce qui pourrait faire arrêter cette croissance de la température? Alors là, il y a deux possibilités. Une possibilité pessimiste, une possibilité plus optimiste. La pessimiste, c'est simplement la disparition du genre humain. Il est évident que cette montée de la température s'arrêterait
si le genre humain disparaissait ou devenait trop faible pour pouvoir continuer à avoir une action aussi globale. Ça, c'est le côté négatif, c'est la situation, le scénario pessimiste. Alors, je le reprends ici. La question, c'est, point d'interrogation, jusqu'où cette température va-t-elle monter? Va-t-elle atteindre tout ceci, tout ce-là, ou bien va-t-elle arrêter et redescendre et devenir plus habitable? Alors, la première possibilité, c'est disparition du genre humain. Deuxième possibilité, celle que nous appelons de tous nos voeux et que tout le monde ici souhaiterait, c'est que l'humanité prenne enfin en main son destin et se décide, mais à l'échelle mondiale, je ne connaissais pas le mot gouvernance, je commence à comprendre ce qu'il veut dire, c'est à peu près ça, qu'il y a quelque chose de positif et d'efficace qui puisse arrêter cette montée de la température. Autrement, eh bien, si nous atteignons ce point ici, nous reculons d'environ 1 milliard d'années. Le scénario Geyser, c'est 1 milliard d'années. Pourquoi? Parce qu'il y a 1 milliard d'années, il n'y avait que de la vie bactérienne. Mais la vie bactérienne a repris après, et la vie a évolué, et on pourrait imaginer une nouvelle séquence biologique avec l'apparition des poissons, des amphibiens, des reptiles, des mammifères, des êtres intelligents qui peut-être se heurteraient au même problème, encore une fois. On a encore 5 milliards d'années devant nous, il y a de la place avant la mort du Soleil, 5 milliards d'années, mais on peut souhaiter que ça ne soit pas le cas. Et même si on atteignait le scénario Vénus, c'est peut-être pas si dramatique que ça, parce qu'après tout, Vénus, c'est l'image qu'avait la Terre à ses débuts. Au début, la Terre n'avait pas de vie, elle était très chaude. La vie est apparue, mais ce serait quand même dommage de reculer d'1 milliard d'années ou de 5 milliards d'années. Et notre but ici présent, c'est précisément de voir d'une façon efficace à interrompre cette croissance menaçante de la température. Alors les solutions, bon, vous les connaissez, je ne vous en parlerai pas. Monsieur Boisclair tout à l'heure a parlé d'une des solutions importantes que vous retrouvez ici. C'est les éoliennes, évidemment. Alors, je voudrais faire un souhait pour M. Boisclair. Je suis en contact avec les ministres de l'Environnement de France, plusieurs de ces ministres, Mme Lepage, M. Brice Lalonde, et souvent j'ai parlé avec eux, et ce qu'ils m'ont dit, c'est, si vous saviez comme on n'a pas de pouvoir réel, nous, les ministères de l'Environnement, très souvent, nous sommes des alibis. Les gouvernements disent, ben voyez, on a un ministère de l'Environnement, et continuent à faire ce qu'ils ont envie de faire. Ce qu'on peut souhaiter très fortement, et je le souhaite à M. Boisclair, c'est que les ministères de l'Environnement deviennent vraiment efficaces, aient vraiment un rôle non pas marginal, mais important. Ce que vous nous avez dit nous laisse... Les paroles que vous avez dites nous donnent confiance. J'ai l'impression que c'est votre conviction et que vous êtes activement associé à tout cela. Tout ce qu'on peut espérer, précisément, c'est que vous soyez entendus dans votre gouvernement et que vraiment on tienne compte de vos paroles. Et je pense pour cela que les ministres de l'Environnement ont besoin de l'appui des gens. C'est en autant que les gens les appuieront et diront « voilà, c'est ce que nous voulons », que les gouvernements les considéreront comme négligeables ou comme quelque chose d'important. Alors, je voudrais terminer quand même sur certains points importants pour vous montrer que tout n'est pas perdu, qu'il y a des actions qui ont été faites et qui ont marché. Et ces actions demandent toujours une rencontre entre 3 éléments fondamentaux: les gouvernements, les scientifiques et les entreprises. Et quand ces 3 éléments se réunissent et se mettent d'accord, on peut obtenir des résultats, et on a obtenu des résultats. Et pour remonter votre morale, je vais vous rappeler certains éléments, certains problèmes qui ont été envisagés et qui ont été, pas totalement résolus, mais qui sont en voie de solution. Alors le premier, c'est une image où vous reconnaîtrez sans doute le pôle Sud. Vous voyez ici, vous avez l'Amérique du Sud, la Patagonie, l'Argentine. Là, vous avez le pôle Sud. Et là, évidemment, vous avez le fameux trou d'ozone. Les couleurs sont indicatrices de l'épaisseur de la couche d'ozone, et plus c'est bleu, plus c'est mince. C'est précisément cette découverte qui a été faite il y a 2 décennies, que la couche d'ozone à la surface de la Terre diminue, en hiver en particulier, au début
au pôle sud et maintenant un peu partout sur la Terre, ce problème est un problème majeur. Alors, pour vous expliquer un peu plus ce que c'est que la couche d'ozone, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec ce sujet, je vais vous présenter ce diagramme qui est assez intéressant. Voilà, ça c'est la surface de la Terre, ça c'est l'altitude au-dessus de la Terre en kilomètres, ça ce sont les plus hautes montagnes, les avions, quand vous circulez en avion, si un jour vous prenez le Concorde, vous montrez là. La couche d'ozone, elle est à peu près là, 20 km. Ça, c'est le domaine des étoiles filantes, et ça, c'est le domaine des aurores boréales. D'ailleurs, on m'a dit qu'il y en avait eu de très belles la semaine dernière, 5 jours d'affilée, il y avait eu des aurores boréales fabuleuses. Bon, alors, la couche d'ozone, c'est ça. La couche d'ozone, elle n'a pas toujours existé. C'est un phénomène relativement nouveau sur la Terre. Il y a à peu près 2 milliards d'années sur les 4,5 milliards d'années de la vie de la Terre. La Terre, au début, avait une atmosphère de gaz carbonique que la vie planctonienne a transformé en oxygène par sa respiration. Donc l'atmosphère s'est transformée en oxygène et l'ozone, qui est une variété d'oxygène, est apparu il y a à peu près 2 milliards d'années. Et c'est l'ozone qui a permis aux êtres vivants de monter sur les continents. Au début, le rayonnement ultraviolet du Soleil frappait la surface de la Terre avec une telle intensité que ils n'étaient pas habitables, les continents n'étaient pas habitables, les êtres vivants auraient été brûlés immédiatement. C'est grâce à la construction de cette atmosphère d'oxygène, à cette couche d'ozone qui fait comme un parasoleil qui absorbe le rayonnement ultraviolet, c'est grâce à cela, donc, que les vivants ont pu habiter, venir sur les continents, les amphibiens, etc. Or, cette fameuse couche d'ozone, donc, qui joue un rôle fondamental pour nous protéger des rayons du Soleil, cette couche d'ozone, on s'est aperçu dans les années 70 à peu près, 50-70, qu'elle diminuait. Ce sont la British Antarctic Survey, c'est une base anglaise qui est au pôle sud, et qui observait l'épaisseur de la couche d'ozone. Ceci, c'est une certaine unité qui vous dit quelle était l'épaisseur de la couche d'ozone. Autour de ces années, on s'est aperçu que ça commençait à diminuer. Donc, ils ont demandé l'aide de la NASA, qui, elle, vole au-dessus avec ses satellites, et qui a confirmé qu'effectivement, la couche d'ozone diminuait, et diminuait de plus en plus. On a pu montrer, peu de temps après, que c'était relié à une industrie humaine, que c'était relié à un certain gaz, à plusieurs gaz, dont en particulier ce qu'on appelle les CFC, les chlorofluorocarbones. Ce sont les gaz que l'on mettait dans les aérosols, dans ces petites bonbonnes, et qui ont un effet catastrophique, qui vont monter là-haut et qui vont détruire l'ozone. Et il y a eu un moratoire à Montréal en 89, un moratoire dans lequel les industriels, les gouvernements et les scientifiques se sont mis d'accord pour arrêter la fabrication de ce gaz destructeur, plus un autre qui est le PCB. Et cet arrêt a été passablement efficace. D'ailleurs, vous avez ici une courbe de la fabrication, de l'émission de ces CFC de 1960 à 1900. Vous voyez, c'est un gaz qui n'existe pas dans la nature. Il a été inventé, et ironiquement, pour des raisons écologiques. On s'est dit, il faut vraiment un gaz qui soit très solide et qui ne pollue pas, qui n'interagisse pas avec les composants de l'atmosphère. C'était très bien, il s'accumule dans l'atmosphère, il monte à la surface de l'atmosphère, là il est soumis au rayonnement ultraviolet du Soleil, qui lui casse tout, qui casse les CFC, qui en fait des molécules chlorées, lesquelles peuvent détruire l'ozone avec un rapport assez effrayant. Un des dérivés de CFC peut détruire 1 million de molécules d'ozone. Vous voyez, c'est vraiment pervers. C'est pour ça que l'effet de ces petites bonbonnes qui semblaient ridicule, démesuré par rapport à l'idée d'une destruction de la couche d'ozone, c'est ce rapport d'1 million à 1 qui a fait cette influence et cette destruction de la couche d'ozone. Or, il y a eu ce moratoire, et après ce moratoire, nous avons vu diminuer la quantité de CFC produit. Alors, qu'en est-il de la couche d'ozone? Bon, elle n'a pas commencé à récupérer. Les meilleurs scientifiques, les meilleurs physiciens disent que le problème est à peu près réparé, que ça devrait commencer à se réparer. Bon, moi j'attends les résultats, je suis toujours un peu sceptique, mais enfin ils nous disent que d'ici quelques années, on devrait voir l'épaisseur de la couche d'ozone reprendre
et d'ici un siècle, parce que ces choses-là se font lentement, elles devraient se replacer. Je vous cite ça comme un exemple, justement, d'un effort qui a été réussi parce qu'il y a eu cette entente internationale, scientifique, homme d'affaires et politique. Donc voilà un cas qui montre que quand on s'y prend, on peut faire des choses. Il y a un autre problème qui a été passablement résolu, du moins localement, c'est le problème des pluies acides. Vous vous souvenez probablement des années 70-80, quand on voyait les belles forêts du nord du Québec détruites desséchées, qu'on a découvert que c'était dû à l'émission de dioxyde de soufre par les cheminées. Et il y a eu également un moratoire qui a eu lieu aux États-Unis dans les mêmes années, 1990. Et voilà un diagramme qui illustre la situation. Alors nous sommes en 85. Voilà la quantité de dioxyde de soufre dans l'atmosphère. Vous voyez qu'à partir de cette période, il retombe progressivement. Voilà ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu cette entente. La situation est passablement réglée. Il y a encore quelques problèmes en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest. Ça n'est pas le cas en Europe de l'Est. Si vous allez en Pologne, en ex-Union soviétique, vous allez voir des belles forêts complètement desséchées. En Chine, c'est terrible. J'étais récemment au nord de la Chine. Les forêts sont desséchées sur de grandes dimensions. Et ces fameuses substances, ces pluies acides, maintenant traversent la mer du Japon et vont attaquer les belles forêts sacrées des Japonais. Ce qui fait que les Japonais, qui n'ont jamais été très écologiques, maintenant commencent à réagir. Des fois, il faut ça pour que les gens réagissent. Enfin, je vous donne ça comme un exemple d'un problème qui a trouvé une solution. Je voudrais vous dire cependant que, à mon avis, le problème le plus difficile, le problème qui sous-tend tout cela et qui sous-tend la possibilité de résoudre ces problèmes, c'est le problème de la pauvreté. C'est le fait qu'aujourd'hui, les richesses sont concentrées entre un petit groupe de personnes et que la quantité de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, qui n'ont pas à manger, s'accroît au cours des années. Et je vais vous donner simplement un exemple assez frappant. C'est un diagramme qui vous montre quel est le rapport entre l'argent gagné par les 20% les plus riches et les 20% les plus pauvres. Eh bien, ce rapport a évolué d'une façon extrêmement inquiétante depuis 1960. Voilà. Donc, c'est le rapport entre le salaire des 20% les plus riches et les 20% les plus pauvres. Attendez, on va essayer. Ce truc-là n'est vraiment pas très commode. Oui, c'est bon. Ce rapport était de 30. Les 20% les plus riches gagnaient 30 fois plus que les 20% les plus pauvres. Aujourd'hui, il est de 74. Je crois que ça, c'est la vraie racine du problème. La pauvreté est l'origine, la misère est le terreau du terrorisme et le terreau de plein d'instabilité sociale. Et il est difficile de faire comprendre à des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté nos propos écologiques. Par exemple, le paysan de l'Amazone qui coupe sa forêt, vous pouvez lui dire « Mais non, tu nous envoies du gaz carbonique ». Il vous répond « Moi, j'ai à manger. Moi, il faut que je nourrisse mes enfants, il faut que je trouve à manger, il faut que je trouve à me chauffer ». Je pense que ça, c'est le problème principal, et c'est le plus grave, et c'est peut-être celui qui est le moins directement abordé. Il y a eu, par exemple, à Rome, en mai, une rencontre de la Food Administration, FAO, dans lequel il a été question de ce rétablissement des richesses, de la diminution des dettes nationales, et dans lequel il ne s'est vraiment rien fait. Ça, pour moi, c'est le plus important. Et M. Berlusconi, Premier ministre de l'Italie, a eu ce propos cynique. Il a dit, ce n'est pas de la faute des pays industrialisés, c'est ils ont 80% de la richesse. Vous voyez, quand on tient des propos comme ça, on n'est pas prêt de sortir. Alors voilà, donc en résumé, ce que je voulais vous dire, c'est d'essayer de montrer d'une façon, disons, lucide, sans se mettre la tête dans le sable, sans agir comme l'Autriche, qu'est-ce qui pourrait se passer sur la Terre si on ne fait pas attention, si on n'arrête pas cette montée de la température? Et la réponse, vous l'avez vue, c'est un peu ce qui on peut espérer, qui va décider nos pays. Et vous avez parlé de la situation critique que joue le Canada aujourd'hui, puisque marginalement, c'est lui qui va décider
comment nous sommes devant des décisions qui vont impliquer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. La vie risque de devenir très difficile en 2050. Bien sûr, en 2050, moi, j'y serai probablement plus, et la plupart d'entre vous non plus, mais j'ai des enfants et j'ai des petits-enfants, et je me fais beaucoup de soucis, et je pense que c'est une situation grave que nous devrons prendre en considération de la façon la plus urgente. Merci.